Philippe Hamel, bienvenue sur Ça se passe. Merci Frank, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir, man. Je demande tout le temps aux invités un mini récapitulatif de comment on s'est connus. Puis là, j'essaie de... En fait, je te pose la question à toi, puis j'essaie de voir si je me rappelle de la même manière. Vas-y. Okay. Ben écoute, on s'est rencontrés à justement un podcast Ça se passe live à Québec. Exact, un événement. Ouais. Je pense que c'était à Le Camp ou quelque chose comme ça. Là. C'était chez Equisoft, je pense. Oui, 100%. On s'est croisés là-bas, mais écoute... Il y avait Will, il y avait... Raph. Ouais, on était exactement. Fait que c'est là que j'ai compris que c'était toi le big boss, Monsieur Chalet. C'est horizontal, on travaille tous ensemble. Phil, je demande tout le temps aussi aux invités de faire une espèce de série de highlights de qu'est-ce qu'ils ont amené ici dans leur carrière, leur académie, côté scolaire, whatever it is, pour qu'on ait un background. OK. Bon, écoute, pour commencer, j'ai fait cégep à Trois-Rivières, cours de design graphique, une base en programmation. C'est vrai. Transféré à l'UQTR en marketing, pour ensuite finir ma maîtrise au MBA à l'Université Laval, ici à Québec. OK. Ouais, puis t'as fait ça toute une stretch ou bien t'as fait des pauses entre? Non, ça a été assez en continu, je te dirais. Là, OK. Ouais, ça a roulé. Puis le MBA, tu l'as closé avant de starter Monsieur Chalet ou comme en même temps un peu? En parallèle. En parallèle? Ouais. OK. Puis pourquoi au début, t'as dit... Attends un peu. T'as-tu une autre business qui était faite sur le côté pendant ton parcours scolaire? Ouais, j'en ai commencé une à 17 ans. OK, ben vas-y. Ouais, on importait des vêtements techniques de Chine qu'on designait ici au Québec. OK. On les distribuait là, un peu partout au Québec, un petit peu au Canada, mais tu sais, rien de majeur. Là, on vendait en ligne sur Karmaloo. À l'époque, en 2007-2008. Ouais. Blast from the past. Ouais, man, ça a été... c'est bon. Mais on commençait à avoir un beau brand, une belle business. On vendait avec... C'était pas la même envergure, mais tu sais, Burton, Hainan, Nixon, les événements, on avait notre tente corporative avec eux. Puis ça, moi, j'avais comme 21 ans. Là, j'étais plus jeune que leur rep. Ouais. J'avais mon brand qui était monté. Puis ça a été même, je dirais, le première passe d'argent qui m'a permis de décoller le reste de mes projets. Là. OK. Fait que ça a pas juste été ma première expérimentation en entrepreneuriat. Ça a été un succès à un certain niveau, mettons. Ah ouais, 100%. Écoute, j'avais la touche pour faire d'argent, même quand j'étais très jeune. La touche. C'est fort. All right. Fait que là, ça veut dire que tu as eu un parcours entrepreneurial puis, mettons, d'étudiant en parallèle pendant un boost, là, quand même. Quand j'ai fini secondaire, j'ai parti l'entreprise. OK. Puis ça m'a suivi jusqu'au bac. OK. Puis à un certain moment, quand je partais pour ma maîtrise à Québec, ça, c'était quand même des produits physiques, tangibles qu'on devait distribuer. On avait notre boutique en ligne, on vendait... c'était du Joomla qu'on avait monté ça dans le temps. Ouais. Ça monte loin, là, mais... puis en transférant à Québec, je m'occupais du chalet de mes parents. C'est de là que ça a débloqué l'idée de Monsieur Chalet. Là, Puis Monsieur Chalet, si t'avais à me le pitcher en 2-3 lignes. Monsieur Chalet, en fait, c'est un standard de qualité. T'sais, imagine Airbnb, mais que c'est pas tout le monde qui a le droit de s'afficher sur cette plateforme-là. Que tu es obligé de rencontrer des standards hôteliers puis un certain niveau de qualité puis de luxe pour les utilisateurs. OK, fait que c'est une plateforme web que le monde peut autant afficher un chalet à louer que louer un chalet si on a besoin. 100%. Exact. OK, super. Puis, côté métrique, es-tu capable de me dresser un petit portrait de genre... N'importe quel chiffre que tu peux me lancer pour que les gens aient une idée de l'ampleur de la compagnie, de la plateforme? Ben, tu sais, actuellement, là, on est en belle voie pour atteindre notre 12 millions de chiffre d'affaires qui est budgété cette année. Fuck yeah. Beaucoup de récurrence au niveau de nos utilisateurs aussi. Ça veut dire qu'on a de la satisfaction. Puis on a même des propriétaires de chalets qui sont avec nous depuis le lancement, depuis le jour 1, là, il y a 10 ans, là, de ça déjà. Là. Cool. La team, ça ressemble à quoi? On est une dizaine de personnes, beaucoup au niveau du support utilisateur puis de l'expérience qualité. Ouais. Dans le fond, nous, ce qu'on garantit, c'est des séjours réussis en chalet. OK. Quand j'étais plus jeune avec mes amis, c'est toujours moi qui organisais les voyages, sorties en chalet, tout ça. Puis ils me le disaient tout le temps, tu sais, on dirait qu'à chaque fois qu'on travaille avec toi, c'est des séjours réussis, mais je planifiais l'épicerie, les dates, les billets de ski. Je m'occupais du bundle complet. T'avais ce côté quoi, organisateur, logistique, là, déjà comme... Ouais, puis rassembleur, j'amenais les bonnes personnes. Fait que ça créait des séjours qui étaient complètement mémorables. Puis j'ai un groupe d'amis, une année, sont allés, puis je pouvais pas. Fait qu'ils s'en sont occupés, puis écoute, ils m'ont raconté ça, une histoire d'horreur. Tout était à l'envers, en fait. Même le chalet qu'ils avaient choisi, il n'y a rien qui fonctionnait pour un séjour réussi. Fait que c'est là que j'ai un peu allumé que j'avais des compétences
à générer des séjours réussis en chalet. Puis, question peut-être côté personnel, mais genre, est-ce que pendant le séjour que tu as organisé, t'es capable d'en profiter peut-être dans le moment présent ou t'es comme tout le temps un peu en mode alright, là, il y a le plan, il y a telle affaire à checker. Ça, c'est l'importance de bien le planifier. Tu sais, quand un séjour est bien planifié puis t'arrives sur place, c'est un peu comme un tout inclus. Tu sais, tout est sur place. Fait que t'as plus besoin de penser à rien. Si tu planifies mal, c'est l'inverse. Là. On n'a pas de bois pour le foyer, il manque de café. Tu me sens un peu dans ma mécanique, là, dans ma logique. Là. Puis, écoute, j'ai le goût de faire un mini pas de recul sur justement la business que tu as eue avant Monsieur Chalet. Comment l'idée de faire ça, c'est-tu parce que vous tripiez sur le linge à cette époque-là, puis t'étais comme, Chris, on pourrait genre faire notre propre brand? Comment t'as trouvé le distributeur en Chine? Genre, donne-moi un peu de jus là-dessus. J'étais un amateur de ski, de snowboard en fait à la base. Là. Fait que c'était vraiment plus pour rattacher à ce domaine-là. Il n'y avait pas vraiment de produit du Tall Tea. Je sais pas si tu as connu ça. Ouais. Oh shit, un autre blast. Avec CTC, on a sorti beaucoup de produits Tall. CTC, c'était ça là? Exact. Okay. Create to Create. Puis avec cette compagnie-là, on offrait du Tall Tea justement pour les gens qui faisaient du snowboard. Puis du free ski. Exact. On en mettait des Tall Tea. Ah, puis t'as déjà porté notre brand. Peut-être que oui. On vendait beaucoup à Québec. Là, c'est fort. Mais non, c'est ça. C'était vraiment la passion du snowboard, d'avoir un vêtement qui était adapté à nos besoins, qui nous a poussé à lancer cette première business-là. Puis, tu sais, M. Chalet, c'était vraiment plus du point de vue que mon père me laissait gérer son chalet. Ouais. Puis je voyais à quel point il n'y avait pas d'offre de service adaptée là, dans l'industrie pour des produits luxueux. Tout le monde était mêlé dans un même marketplace. Là. Puis toi, t'étais un tripeur de ski. Vous aviez votre propre brand de vêtements hip, cool, hip-hop à l'époque, whatever. Quand tu faisais des trips de ski, prenais-tu des chalets carrément? Ou, fait que t'as été comme le consommateur de louer des chalets à différents endroits dans le monde ou dans les pays pas loin? Je me suis promené quand même, là, mais tu sais, de dire dans le monde, c'est un peu trop. Non, je suis pas du genre exagéré. Non, j'aime beaucoup le Québec. On a des super belles montagnes ici. OK. À un certain âge, je sais, quand tu as 21, 22 aussi, il y a une certaine simplicité de partir un court week-end. En char, exact, en chalet. Mais... Versus au Japon. Oui, exact, 100%. Mais j'ai toujours apprécié le vibe du chalet, le vibe autour d'une montagne de ski. Là, ma place est là. Skis-tu encore? Oui. Tu fais du snow, toi, c'est ça? Oui, je fais du snow. J'ai commencé le ski, puis mais oui, tous les hivers, là, je suis là, j'ai ma pause de saison. Puis, Très cool. Fait que là, ces vêtements-là, t'as parlé de Karmaloop, qui était... Karmaloop, c'était comme un e-commerce store pour différentes brands un peu cool, trendy à l'époque. Nous, on commandait du LRG là-dessus. Vous aviez une marque qui était distribuée là-dessus ou il y avait comme un marketplace plus indie, c'était ça? Il y avait le Casbah qui était comme une étape préliminaire pour aller sur Karmaloop. OK. On avait essayé de rentrer sur Karmaloop, ça n'avait jamais fonctionné, mais à un certain moment, Casbah a lancé un concours. OK. C'est vote pour ton brand préféré. Okay. C'est là qu'on a gagné, puis on a réussi à créer notre place dans Karmaloop. Fait qu'on avait vraiment un produit qui répondait à un besoin du marché. Incroyable. Puis écoute, parce que oui, tu sollicites ton entourage, mais à un certain moment, les votes dépassent ton réseau de contacts. Ben oui. C'est le marché qui va dicter quel produit mérite sa place. Puis comment ça l'a closé, cette histoire-là? C'est la fermeture de cette histoire-là, c'est comment? En fait, quand on est arrivé, quand j'ai transféré vers Québec, j'avais un petit peu perdu la passion pour la gestion des produits tangibles. Ça, c'est de la gestion de taille, de longueur de produits. Les SKU à pu finir. Exact, approvisionnement en Chine. Puis il y a surtout une durée de vie à des produits dans le domaine du textile. Tu reçois ta commande un trimestre après, donc 3 mois suivants, le produit tombe à 20%. Puis le prix est toujours dégressif. Ouais. Puis là, je me disais, bien vu, ouais. Ça me prend quelque chose qui a un inventaire qui se régénère automatiquement, comme les calendriers des chalets locatifs, puis qui ne nécessite pas d'avoir un décompte ou une équipe qui génère de l'entreposage. Fait que j'avais ma solution. Là. Comment t'as tiré la plug, concrètement? T'as parlé aux partners, amis que t'avais là-dedans, t'as dit « All right, guys, genre, enough ». Écoute, j'aurais aimé pouvoir vendre cette entreprise-là, mais c'était presque un one-man show dans le sens où... OK. Je faisais la confection des vêtements, le design. On recevait des samples, j'allais les vendre en magasin. J'ai eu la chance de toucher à tout. Oh, ouais.
de vendre cette entreprise-là ou même de la donner à quelqu'un, ça prend quelqu'un qui était capable de faire vraiment tout dans une business de A à Z. Ouais, c'est parce que t'étais le classique genre founder qui porte plusieurs chapeaux, qui a un skill set en T, très horizontal. Exact. Puis ce que je savais pas faire, je l'apprenais. Puis fait que ça prenait quelqu'un de motivé pour... OK. T'as-tu déjà vendu aux Destructures pour le fun? Ouais. Ouais? Oui, Hey, dude, ça me rappelle mon adolescence quand je free-skiais. C'est trop drôle. Super. Fait que là, tu n'as pas fini ta maîtrise dans ton MBA encore, mais l'idée de Monsieur Chalet germe. Genre, parle-moi un peu de ça. Dans le fond, au début du MBA, je gérais le chalet de mes parents. Donc, j'avais à l'époque, c'était des contrats papier, le 2014, dans ces eaux-là. Quand il y avait une réservation, on devait envoyer les contrats papier, les chèques. C'était vraiment vieille école. Okay. Avec mon expérience en plateforme transactionnelle que j'avais avec mon brand de linge avant, je me suis dit, écoute, il faut que je monte un outil qui est plus simple. Puis Airbnb, aujourd'hui, c'est un géant. Mais quand on remonte à 2014-2015, il y avait très peu de gens qui connaissaient cet outil-là. C'était même dans les débuts de la plateforme. Donc, nous, quand on est arrivé avec ça au Québec, on était vraiment un précurseur. Là, une plateforme transactionnelle en ligne. Tout se faisait avec une carte de crédit. Les informations s'envoyaient, se généraient. Fait que c'était... quand on a lancé ça, écoute, en 2015, ça n'a pas été long qu'on a eu un bon retour, un bon feedback. Là. Puis là, le pain ou la douleur ou l'opportunité que toi, tu identifies pendant que tu runs le show un peu pour la location de chalet de tes parents, c'est ça. C'est ce manque d'automatisation-là, de numérisation-là. Puis c'est ça qui te dit, man, je pense qu'il y a peut-être une business dans même, parce que je connais d'autres owners de chalets qui vont être prêts à utiliser ça ou du monde qui vont être prêts à utiliser une plateforme. Tu sais, raconte-moi ce début-là aussi. Il y avait ce virage-là technologique à aller chercher qui n'était pas présent encore au Québec. Okay. Fait que ça, il y avait, oui, un côté sur ça, mais ce qui m'a vraiment motivé à pousser M. Chalet à rester fidèle à la vision, c'est avec mes amis, on avait loué un Airbnb à l'époque ou peut-être un Booking. Écoute, ça monte à loin, mais ce que je me rappelle, c'est que quand on est arrivé sur place, la literie, les serviettes, il n'y avait rien qui était fourni dans l'unité qu'on avait louée. Mais c'était écrit dans l'affiche. Mais il y a tellement d'informations, tellement de choses. Ouais, c'est vrai. Là, tu arrives sur place, là, tu appelles la personne qui te reçoit, qui est un individu. Tu lui dis, écoute, on n'a pas de drone, rien, pas de solution à te proposer. Il challengeait quasiment le fait qu'on a mal lu l'information, tout ça. Puis, tu sais, quand tu t'en vas à l'hôtel, là, tu veux du service, tu veux que ce soit simple. Fait que c'est vers ça que M. Chalet s'est lancé, c'est de dire standard de qualité. Un peu comme quand tu vas chercher un repas chez McDonald's, tu sais qu'il va toujours goûter la même chose, peu importe la région, peu importe où tu te trouves dans le monde. Et imagine que dans chacun des restaurants, c'est un chef différent qui fait une recette différente. Et McDonald's ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, parce que tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Ouais, fait que là, le comparatif à McDonald's, au niveau de gestion des attentes, de l'expérience, est bon, mais au niveau... produit de luxe ou produit high-end, c'est là qu'on laisse faire cette analogie-là. On va garder peut-être juste le concept du standard exact. Du standard que tu sais à quoi t'attendre. Fait que là, OK, ben laisse-moi pas te challenger, mais creuser là-dessus. Fait que toi, tu dis je vais être capable d'offrir une expérience qui a un certain niveau de qualité toujours respecté. OK, sure, mais pour faire ça, faut que tu identifies une chier de chalets genre de luxe ou qui ont un certain niveau d'expérience ou de qualité. Après ça, il faut que tu parles et que tu connectes, I guess, avec tous ces proprios de chalets-là. Ouais. Puis une fois que ça, c'est fait, il faut que tu trouves du monde, comme monsieur, madame, tout le monde, puis moi, qui sont prêts à aller sur la plateforme web, faire confiance à ta nouvelle brand, puis louer le chalet de tout ce monde-là. C'est le classique dilemme du marketplace. C'est quand même tough, genre. Fait que je veux que tu me contes comment ça a commencé, ça. Écoute, les débuts ont été, évidemment, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile quand on approche un propriétaire ou que lui nous approche. Parce qu'on est connu dans l'industrie, puis on a notre brand. On a notre positionnement, tu sais, qui est excellent. Mais dans les débuts, c'est sûr que quand on avait 6 ou 7 chalets sur notre site, puis qu'on commençait à solliciter des gens, puis leur dire écoutez, on va être la plateforme la plus luxueuse du Québec, puis un jour du Canada, ben pour eux, c'était un peu inenvisageable de dire écoute. T'en avais-tu qui triaient un peu d'en face, tu sais, ou poliment, ou je sais pas. Peut-être poliment, ou peut-être quand je partais, tu sais, après mon pitch, là, c'est pas impossible. Mais tu sais, ceux qui ont adhéré à la plateforme aujourd'hui sont capables de voir qu'on a tenu parole. Puis je pense que le plus difficile, c'était de refuser des gens qui venaient vers nous avec des produits qui ne rencontraient pas nos standards. Offraient pas la literie, offraient pas le café, des choses comme ça. Okay. Moi, j'ai un chalet qui est vraiment cool, mais je suis genre cheap, je suis tannant, je suis têteux.
J'ai pas assez de. Je suis pas game d'aller à ce standard-là. Il fallait que tu me dises non. Exact. Comment tu faisais? Ben, écoute, vu qu'on avait une liste de standards, on était capable d'expliquer c'est quoi les points qui devaient être corrigés parce qu'il y a des produits que le produit en soi aurait pu être sur notre site, mais ils ne voulaient pas avoir un spécialiste pour entretenir le spa ou un service d'accueil ou des choses qui font que l'expérience est parfaite pour l'utilisateur. Okay. Fait qu'on leur disait tout simplement la journée que vous serez prêt à rencontrer ces standards-là, revenez vers nous. Mais tu as le goût de brailler quand tu as juste 6 clients sur ton site que tu dis ça à quelqu'un, tu es comme. Mais. OK. Écoute, moi, quand j'étais conseiller, c'est quoi le mot que je cherche? J'étais genre un espèce de mentor chez Apollo 13 avant que ça fasse le pivot, qui était plus de l'accompagnement de startups. Puis ça arrivait vraiment souvent qu'on avait des jeunes founders qui arrivaient et étaient comme, nous, on fait un marketplace. On va générer de l'offre et la demande, mettre ça ensemble. Puis on disait tout le temps, hey, c'est quand même tough, right? Faut que soit que tu commences par un côté, mais que tu y promettes vraiment d'être capable d'aller chercher l'autre. Si tu fais les deux en même temps, tu défocuses. Fait que ma question pour toi, c'est ces 6-7 premiers chalets-là que tu as parlé. Là. Ouais. Mettons qu'on essaie de donner un conseil à une personne founder qui commence et qui veut se faire un marketplace. Toi, c'est-tu ton network personnel? T'es-tu allé cogner à 100 portes? Je veux savoir les premiers. Là. Écoute, les premiers, c'est du cold call. Faut que tu te mouilles. Faut que tu dis cogner à des portes, c'est exactement ce que c'est. Okay. Puis il faut que tu développes un peu le persona de la personne que tu veux rejoindre. T'sais, nous, si on dit notre propriétaire de chalet, il s'appelle Edgar. C'est un exemple en ce moment, mais Edgar, lui, doit rencontrer tous ces standards-là puis offrir cette qualité de service-là. Fait qu'il faut que tu t'adresses à cette personne-là. C'est pas juste je trouve le risque des marketplaces, c'est de dire je fais la promotion de chalet locatif. Ouais. Puis tu arrives sur le site Internet, tu as des appartements, tu as des roulottes, tu as des terrains, tu as tout sauf ce que tu promets à tes utilisateurs de retrouver dans ton marché. Puis honnêtement, même quand tu filtres sur Airbnb, des fois, tu trouves du stock puis tu es comme Chris, me semble. C'est exactement ça que je veux. Mais. OK, fait que les 6-7 premiers chalets, ça a été ça, du cold call, mostly? Oui, ça a été porte à porte, essayer de trouver. Puis, tu sais, dans le début, tu fais beaucoup de. Tu écoutes un peu ce que ton utilisateur a besoin. Ouais. Puis, il faut que tu sois ouvert à la critique, aux commentaires, puis à essayer d'évoluer dans la direction que ton utilisateur a besoin. Mais là, tu as 2 utilisateurs. Oui, exact. Comment tu faisais pour écouter les chalets? I guess, tu as commencé. Toi, à la limite, tu étais un peu en mode dog fooding parce que tes parents avaient un chalet, ils louaient, tu étais capable de comprendre un peu les besoins du locataire. Ouais. Mais le locataire, le voyageur qui va pogner un chalet, lui, tu l'as été aussi, dans le fond, avec le ski. Fait que comment tu faisais pour être à l'écoute de ce côté-là du marketplace? Écoute, première des choses, je me suis fié sur mon expérience personnelle. Donc, le fait que j'en gérais un, donc comment ça se passait au niveau de la gestion. Ouais. Puis comment moi, j'avais apprécié mon expérience au niveau voyageur. Okay. Ça a été ma ligne de base. C'est ça. Après ça, je suis allé parler à des voyageurs qui soit appelaient chez nous, soit nous contactaient ou autres pour leur demander pourquoi vous louez chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire de plus qui ferait que vous reviendriez chez nous. Fait que c'est de parler avec les utilisateurs. Tu as carrément fait du user research avec l'espèce de banque de clients que tu avais avec le chalet. 100%, exact. Ça allait vite au début. Tu as une quinzaine d'utilisateurs, une quinzaine de voyageurs, mais ça reste que tout le feedback qu'ils nous ont donné. Première des choses, les utilisateurs apprécient qu'on s'adresse à eux pour leur demander qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que je peux faire qui va vous garder chez nous dans mon écosystème. Puis là, tu te pognes une coupe de chalets. I guess tu avais peut-être une idée de comment aller chercher tes utilisateurs, mais quand tu lances le tout, genre, y a-tu un gros wow ou tu commences avec des petites transactions puis des petits mix and match manuels ou t'as fait un gros boom, genre? Dans le fond, la question est excellente. Puis la première fois que j'ai parti une entreprise, c'est allé comme étape par étape. Okay. Mais la deuxième fois que je me suis dit non, il faut que tout soit prêt au moment du lancement. C'est ton côté planificateur, ça. Il fallait que j'organise ça pour qu'au moment où on appuyait sur Play, les gens arrivaient sur notre site puis il y avait minimalement un 30 à 60 chalets. Ça a été le gros challenge parce que les 30 premiers propriétaires de chalets qu'on a réussi à embarquer, il n'y avait pas eu vraiment de marketing ou de promotion majeure. Mais imagine, je fais une pub de lancement. Toi, Frank, tu vois ça, tu crime, un Québécois lance un site dédié à la location de luxe. Je m'en vais sur sa plateforme. Il y a 4 options, puis les 4 sont déjà loués à Noël. L'expérience est poète-poète. Exact. Donc, on voulait une bonne première expérience pour nos premiers utilisateurs, les précurseurs. Fait qu'on a attendu d'avoir un minimum de produits à proposer dans une région. On a commencé à Charlevoix.
Après ça, on a développé d'autres régions administratives là, qui étaient... Ça, c'est super. Ça, je savais pas ce côté-là, que vous aviez comme checké une première niche, disons, dans votre marché, puis vous avez adressé ça. OK. Où est-ce que je vais aller? La tech. Tu m'as dit notre site, notre plateforme, notre site, notre plateforme. Mais là, toi, tu as clairement un background avec certains skills techniques, tu l'as mentionné plus tôt. Mais c'est pas, c'est pas un site web Joomla, là, monsieurchalet.com, là, tu comprends? Non, c'est un job, pareil. Fait comment ça a vu le jour, la version technologique de la plateforme en premier? Ah, écoute, ça a été long. La première plateforme, ça a été je dirais comme un mapping que j'avais monté du site. OK. Puis je l'ai donné à des programmeurs pour la partie plus technique parce qu'il y a un côté confidentialité dedans, carte de crédit, etc. Ça prend des gens spécialisés. Moi, je me suis occupé du petit CSS de base. Je voulais que les choses soient positionnées. Puis je me rappelle, j'étais allé voir des sites qui rankaient super bien dans les moteurs de recherche comme Google. Puis j'étais allé regarder un petit peu les heatmaps étaient où. Comme Google, leur barre de recherche a été positionnée où dans le site. Je me disais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un chez Google qui a décidé que c'était à cette hauteur-là qu'on la positionnait. Puis ma barre de recherche, ma première, était à la même place que celle de Google. Pour ces raisons-là, je me disais, il doit bien y avoir quelqu'un de très allumé là-bas qui avait analysé ça. Pourquoi on est allé vers un pôle technologique? C'est parce qu'on veut être, mieux référencé des moteurs de recherche. Puis deux, tout ce que nos utilisateurs nous demandaient, il n'y a aucun produit qui offrait suffisamment d'outils ou de fonctionnalités pour répondre à leurs besoins. OK. D'avoir du code sur mesure, écoute, tu le sais comme moi, ça te crée un univers de possibilités. C'est le problème des fois. Oui, c'est beaucoup de problèmes. Après ça, l'univers de possibilités qui vient avec tous les autres problèmes. Mais ces premiers devs-là, toi, clairement, t'es un gars sociable, t'es un gars qui est allé dans les events, qui a voyagé, qui a un réseau. Fait que ces premiers devs-là, tu fais-tu comme un appel à l'aide ou un appel au service autour de toi pour trouver des devs? Tu googles-tu? C'est qui ces premiers devs-là, genre? On a commencé par solliciter notre réseau de première périphérie, fait que les gens qu'on connaissait bien, qui nous ont référé à des firmes plus spécialisées. OK. Mais écoute, je me rappelle, quand on a parti le projet, on avait fait faire des soumissions. Ouais. On est allé avec le plus bas soumissionnaire, parce qu'on commençait, pas trop d'argent, mais... C'est une erreur qu'on fait souvent, tout le monde. Ça a coûté, honnêtement, 3 fois plus cher que le plus cher qu'on avait eu. Puis, tu sais, en programmation, ce qui arrive, puis le problème que je me rends compte, c'est que les gens vont tout faire tes outils à 75%. Fait que tu as l'impression que tu as un outil qui fonctionne, mais il n'y a aucun flow qui est mis à terme, tu sais. Fait que... Ouais, c'est-à-dire que pour aller tirer de la valeur de mon expérience sur la plateforme numérique, je dois réussir à accomplir une série d'actions puis avoir un résultat ou une émotion ou quelque chose. Puis c'est comme si ça se rend pas exactement à cette valeur-là à la fin. C'est un peu ça. Exact. Les flows étaient jamais finaux. Fait qu'on t'arrivais sur le site pour le montrer à des gens, mais... C'est comme si c'était une petite belle maison, mais la porte, il n'y a pas de porte. Non, pas de porte dans la maison. Je sais pas si c'est une meilleure analogie. All right. Fait que là, il a-tu fallu que tu te ressalisses plus les mains pour aller complete un peu le dernier 15 à 25% qui manquait? Je suis devenu product owner là, pendant à peu près 2 ans. Par nécessité, clairement. Oui, par nécessité, effectivement, à gérer l'agence puis la location de chalets en parallèle, parce qu'on a quand même nos utilisateurs, les propriétaires de chalets et les voyageurs qui avaient besoin de nous, puis c'est ce qui finançait notre technologie aussi. Donc, devenu product owner pendant 2 ans jusqu'à un moment où je me suis dit, là, c'est terminé. Tu sais, dans le fond, la firme qu'on avait engagée, on a dit, là, vous arrêtez tout. On repart avec notre tech, puis on l'a intégré à l'interne. On a engagé nos propres devs. OK, nice. Parce qu'on trouvait que c'était tout le temps, justement, du 75% de livrables, puis c'était jamais clair, c'était jamais simple. Les roadmaps n'étaient pas suivis adéquatement, puis à l'interne, on avait un meilleur suivi, puis un meilleur looking sur ce qui se passait. Là. Puis là, t'avais-tu eu le temps de faire assez de fric puis de revenus pour justement amortir 2 embauches, mettons, 1 ou 3 embauches tech à l'interne? C'est là que la dette rentre en jeu. OK. Nos bons copains de BDC qui font des prêts à 10 à 12%, mais quand tu crois à un projet, tu sais que ça va se réaliser, puis là, on parle d'argent, tout ça. Juste te donner une idée, je dois être le seul étudiant à la maîtrise au MBA de l'Université Laval qui était homeless pendant
sa maîtrise. Je dormais sur le futon d'un de mes amis. T'es sérieux? Ouais, salut Tommy, salut Sam. Merci pour votre divan, les boys. Mais j'habitais nulle part parce qu'on avait décidé de bâtir nos premiers bureaux à Charlevoix. Fait que mon rent passait dans le paiement du bureau là-bas. Okay. Fait que j'habitais, honnêtement, nulle part. Incroyable. C'était quelque chose. Et puis ça a duré quasiment 2 ans, si c'est pas 2 ans et demi là, dans cette... Tu mettais encore l'adresse de chez tes parents, mettons. Ah, il n'y a pas le choix. Puis écoute, c'était... Ah non, c'était quelque chose. Mais c'est hot, ça, parce que ça montre un niveau de sacrifice et de dédication de genre, hey man, même si c'était pas encore nécessairement méga profitable ou que ça commençait, j'étais prêt à aller chercher de la dette. J'étais prêt à pas avoir mon propre logement, maison, whatever it is, puis mettre le cash que j'avais dans le bureau de ma compagnie versus mon propre logis, genre. Ah, exact. Puis t'as pas de salaire qui en découle non plus. Fait que tu t'organises avec tes prêts étudiants, tu sais... Tu dates du monde qui ont plus de cash. Ah, écoute, c'est facile. Tout le monde avait plus de cash. Quand tu commences en affaires, tout le monde est plus riche que toi. C'est ça. All right. Puis là, je suis vraiment curieux parce que tu as dit on a décidé, mettons, de travailler avec cette agence-là, on a fait ça. Fait que c'est qui les co-founders ou les premiers actionnaires qui rentrent dans le picture, genre? Ça, c'est, dans le fond, le premier cofondateur avec moi, c'est ce qui s'appelle Alexandre Tousignan. OK. C'est un de mes meilleurs amis d'enfance avec qui on se connaît depuis longtemps. Fait que on est très complémentaires comme individus. 2 personnes assez positives aussi, comme on se disait tantôt. Fait que on n'a jamais eu vraiment de problématique à s'entendre, même après 10 ans, parce que ça reste un mariage. Là. Explique-moi le puzzle, il fit comment? Vous êtes complémentaires comment? Dans le fond, moi, je suis plus côté administratif, technologique. OK. Puis lui, il va être plus du pôle opérationnel, maintien des bâtiments qu'on a, puis de tout ce qui est terrain, dans le fond. Là, C'était-tu... c'est des choses d'autres... on s'en est pas parlé de ça, mais c'est des choses auxquelles je réfléchis beaucoup ces temps-ci, la notion de faire des projets ou des business avec des chums, avec des amis. Puis comme j'ai eu des excellentes expériences, comme j'en ai eu qui ont été des échecs, puis ma question pour toi, c'est au moment d'amener Alexandre dans le décor, y avait-tu des doutes dans ta tête par rapport à oui, on est des bons chums de longue date, mais Chris, on va-tu être des bons partners ou c'était comme man, j'ai déjà une foi en ce gars-là, j'y repense même pas? J'avais pas de doute OK. Parce que dans ma première business, le brand que je vous ai parlé là, un petit peu plus tôt, j'avais parti également avec un de mes bons amis d'époque. On était très similaires dans notre façon de fonctionner. Fait qu'on avait les mêmes tâches, la même vision, les mêmes... Par contre, on se pilait sur les pieds parce que les deux, on voulait faire le marketing, les deux, on voulait faire le design. Fait, le fait d'être complémentaire, c'est la clé. Fait qu'on voulait occuper tous les deux la même chaise. Fait que ça a pris peut-être 3 ans. Puis ça s'est fini en close shotgun. C'était, pour la première business? Ouais, puis shotgun, tu comprends pas avec pas avec le gun. Là, puis la close shotgun standard de tu me fais une offre, puis je peux racheter à ce prix-là ou bien je sors à ce prix-là. Là. Ouais. C'est tellement un drôle de mécanisme, hein, ça. Mais en même temps, les impasses là, dans une convention d'actionnaire peuvent tellement être hardcore, puis longues, puis genre stretchées forever and ever, surtout quand t'es 2, mettons. Là. Mais la close shotgun, ce qui est cool, c'est que ça t'oblige à faire une offre à laquelle tu penses sortir toi aussi, dans le sens que si je te fais une offre demain, tu peux soit la prendre ou me racheter à ce prix-là. Fait que ça évite des fois des offres un peu ridicules. Ou, je pense que... Là, je sais pas si j'ai raison. Il y a du monde qui vont écouter qui vont me dire « Frank, c'est dans le champ », mais à net worth égal ou similaire, ça fait vraiment du sens, une close shotgun. Ouais. Mais si, mettons, on est toi puis moi en business, puis que toi, t'as plein de fric d'accumuler ou, mettons, un family office, ta famille est méga riche, puis que moi, j'ai pas une token à mon nom, ben, la close shotgun, à la limite, genre, tu peux la leverager juste en me disant, je vais te racheter 1 million, puis là, moi, le scénario où je réussis à fight back, c'est genre quoi, je pars en espèce de croisade de financement pendant 2 mois, puis je te reviens finalement, puis tu sais. Ouais, soit tu lèves la dette, ou bien, si tu es en bonne relation avec l'autre, une balance de vente. C'est dans le sens que tu le rembourses avec un intérêt sur le montant sur X années. Mais c'est sûr que lui qui a bien du cash, il y a quand même un petit edge sur celui qui n'a pas un token puis qui dort sur un divan. Dans une close shotgun. OK. Ouais. Parfait. Fait que là, Alex, il rentre. Lui, il est plus en mode ops, opération, organiser le tout. 100%. Toi, tu lis le côté vision, le côté tech. Puis
Puis comment la plateforme lance concrètement? Tu m'as parlé d'un vidéo offline. Tu veux m'en parler un peu? Oui, dans le fond, on lance une fois qu'on a nos 30 premiers chalets. Ouais. On est très contents. Ça a pris à peu près 3 à 6 mois là, à les collecter, tout ça. Là, on lance notre première vidéo qui dure à peu près 1 minute et demie qui expliquait, dans le fond, à nos utilisateurs notre positionnement dans l'industrie. Des chalets de luxe à louer au Québec. OK. Écoute, le vidéo lance, c'est parti viral. Là. C'est pas Star Wars Kid, là, mais on est allé chercher pas loin d'1 million de vues avec cette vidéo de lancement-là. Puis il vient de mon coin, c'est pour ça. Puis je sais. Ouais. Je sais, il est trop mais puis je l'ai vu dans Tony Hawk's 2 récemment aussi. Il est dans un... Mais je sais pas si tu as déjà joué à Tony Hawk's, mais là, on s'égare un peu. C'est correct. Mais c'est ça reste que ce vidéo-là est parti littéralement viral. Okay. Puis ça a amené nos premiers utilisateurs sur le site. Du côté du marketplace des voyageurs. Ceux qui voulaient consommer du chalet locatif. Okay. Fait que ça a été notre premier bon coup pour aller signifier au marché, on est là, on existe, venez nous voir, on est québécois. Puis, Looking back, Phil, as-tu l'impression que tu avais déjà une intuition des ingrédients qui faisaient qu'une vidéo pourrait peut-être être virale? As-tu l'impression que le contexte des algos rendait ça plus facile à l'époque? Qu'est-ce qui fait que cette 1 minute et demie-là a marché, mettons? C'est sûr que l'algorithme de Facebook en 2015 n'est pas celui qu'on voit aujourd'hui. Là. Il y avait une certaine viralité qui était plus facile à aller chercher. Je me rappelle qu'on avait même annexé un jeu concours. Identifie les 3 ou 5 personnes avec qui tu irais au chalet. Okay. Fait que là, on s'est donné un principe d'arborescence. Chaque personne identifiait 5 personnes qui... Fait que ça s'est mis à décoller super fort, mais aujourd'hui, c'est plus possible d'attaquer. Non, c'est plus comme ça qu'on fonctionne. Puis la vidéo, ça ressemblait à quoi, mettons? Là, écoute, on était... c'était un couple qui roulait en direction d'un chalet, puis quand ils arrivaient sur place, écoute, c'était des chalets d'architectes comme les gens ont jamais vu ici au Québec. Puis le concept de chalet a vraiment évolué. On dit chalet, mais de nos jours... Ah non, c'est des grosses maisons d'architectes, comme même dans les plus grosses banlieues de Montréal, on ne retrouve pas. Hey man, le manoir des Forges que j'ai loué avec vous autres. Là. Ouais, c'est assez grand. Là. Tu peux te promener quasiment en carte de golf dans la propriété. OK, fait que là, eux, ils arrivent, là, c'est wow. Puis y a-tu genre toi, avec ton classique genre de nœud papillon qui fait partie de votre branding, qui est comme monsieurchalet.com? Ou... Je suis effectivement dedans avec une intégration dans la vidéo, là, justement, qu'on voit que sur l'iPad, on peut réserver. OK. Arrive au chalet, le feu, tout ce qui fait rappel à une belle expérience réussie en nature. OK. Avez-vous shooté ça vous autres même, Phil? On a engagé un de mes amis qui il s'appelle Tim Bouvette, là, de Balance Media, s'il y en a qui veulent faire appel à lui. Puis lui commençait aussi dans son industrie, mais il y avait déjà des bons contrats avec Volkswagen et autres à l'époque. Il avait quand même une bonne renommée. C'était un bon cinéaste en devenir. Fait que j'ai pu travailler avec lui dans ses débuts à tarif compétitif pour un lancement d'entreprise. Puis écoute, la qualité est extraordinaire. Là. Je le regarde encore aujourd'hui, puis je te l'enverrai. Oui, j'aimerais vraiment ça. On pourrait le dropper dans les show notes. Ça peut être cool parce que, tu sais, comme je le montre à mon équipe toujours, c'est de dire, le jour 1 où on a lancé, la vision, c'était de regrouper les plus beaux chalets du Québec, d'offrir une collection que personne d'autre va offrir. On est 10 ans plus tard, puis c'est encore ce qu'on fait exactement. Quand est-ce que tu m'as parlé de product owner tantôt, que tu as joué le rôle de comme hey, j'avais pas le choix de gérer le projet parce que c'était pas à mon goût nécessairement, puis c'était tough. Il y a un moment où tu décides, oui, d'amener la tech à l'interne avec des embauches de dev, j'imagine, peut-être même de designer web. Est-ce que la gestion de la plateforme puis du produit, ça, tu l'as délégué? Puis si oui, quand? Ça, on l'a délégué. Dans le fond, quand on a décidé de couper les ponts avec cette firme-là qui livrait pas, là, ça faisait... Tu sais, de se faire dire à toutes les 3 semaines, dans 3 semaines... Ben, tu sais, 3 ans plus tard, maintenant, t'es comme tannant. C'était rendu un running gag. Là, j'ai entendu des histoires d'horreur en masse. Dans 3 semaines, ça va être réglé. Là. Mais quand on le reprend à l'interne, on a eu la chance de rencontrer Raph, que tu connais. Ouais. Puis Raph, lui, même chose, il sortait de son cours de product owner, mais tu sais, un gars ultra allumé. Fait qu'il a un peu la même opportunité qu'avec Tim. Il s'est greffé à notre équipe, puis il est venu mettre tout son input, tout son knowledge à l'essai, puis on lui a donné sa chance, mais il a deliver. Il a livré. Il a très bien livré. Puis, OK, cool. Fait que là, toi, aujourd'hui, ton day-to-day, il ressemble à quoi, mettons? Aujourd'hui, c'est vraiment de monitorer l'entreprise. Je m'occupe beaucoup du macro. Fait que tout ce qui est développement, les partenariats stratégiques, la vision de la business,
As-tu un exemple de partenariat, mettons? Oui. On a fait, il y a 1 an ou 2, un partenariat avec l'Auto-Québec. Ouais. On a eu un billet de loterie à gagner. OK. Fait que partout au Québec, dans le fond, il y avait des biens imprimés, M. Chalet? Imprimé. T'achetais ça s'appelait un séjour au chalet par M. Chalet. OK. Tu pouvais gratter puis espérer gagner un séjour de luxe, le tour d'hélicoptère, limousine, là, tout le package qu'on offre à nos clients les plus... Tour d'hélicoptère, c'est fort pareil. Ah, écoute, tu fais affaire avec une compagnie qui font ça, puis eux, ils ont leurs assurances, leurs pilotes, leurs permis, tout ça, j'imagine. Ouais, je m'improvise pas pilote d'hélicoptère, je te garantis. Il dit, crissement, j'apprends ça. J'apprends vite, j'ai un jeu chez nous au Xbox, là, puis... Alright, man. Fait que, au niveau de la gestion des locataires, fait que des propriétaires de chalets, ouais. C'est des gens qui ont quand même, j'imagine, un certain montant d'argent. Tu sais, ils possèdent des chalets de luxe qui respectent tes standards, c'est probablement des propriétés qui sont chères à leurs yeux, genre qui ont une valeur pas juste financière mais émotive aussi. C'est-tu tough de dealer avec ce monde-là? Non, c'est pas difficile de dealer avec eux dans la mesure où on respecte leur investissement parce que c'est ce que c'est. Puis tu as mis le mot exact, c'est émotionnel. Ouais. Tu sais, c'est pas juste une question d'argent, ces chalets-là, c'est une question de se retrouver avec leur propre famille puis d'aller vivre des moments eux-mêmes sur les lieux. Moi, je pense au chalet Les Fraternels à Charlevoix. Écoute, c'est Pierre Thibault qui a designé ça, un architecte de renommée. 2 cubes qui regardent est et ouest. OK. Ça communique par le rez-de-jardin. Fait que pour 2 groupes qui veulent louer ça, disons un 16 à 20 personnes, c'est génial. Puis les 2 frères ont bâti ça ensemble pour se retrouver et avoir du temps de qualité. Il y a toute une histoire derrière le chalet. Puis chacun de ces chalets-là a une raison d'être comme ça. Il faut respecter et puis honorer un peu. Exactement. Puis on prend soin des chalets. T'sais, quand je te disais que mon partenaire Alex, dans les opérations, tout ça, lui connaît bien les bâtiments. C'est un gars de confiance qui est sur place dans les régions pour assurer que tout se déroule bien puis que leurs actifs, leurs investissements, ils restent en bonne santé. Là. Puis ces personnes-là, mettons, qui possèdent ce chalet-là, ils vous ont découvert en mode genre bouche à oreille un peu ou toi, t'en spot carrément puis tu cold call certains qui sont... Dans les débuts, il y avait beaucoup de cold call qu'on faisait. Maintenant, aujourd'hui, plus, c'est du inbound. Les gens viennent à nous parce que quand ils arrivent dans un domaine de chalet, ils vont se bâtir, mais toutes les propriétés plus luxueuses ou les propriétés d'architectes, les maisons d'architectes, ben, sont toutes chez nous. Fait qu'ils, par la force des choses, ils nous contactent, ils rencontrent notre équipe. Ouais. Et on essaie de toujours avoir un beau fit parce que c'est une forme de mariage entre notre propriétaire de chalet et notre équipe. T'sais, on doit se parler occasionnellement, puis on doit s'assurer que les visions restent les mêmes pour nos clients, pour les voyageurs. T'sais. Puis j'essaie de voir, tu sais, souvent, le monde va builder du SaaS, fait qu'une plateforme web, une plateforme marketplace, peu importe. Puis ils vont... Il y a comme une alternative non technologique ou technologique à régler le problème de leurs clients. Fait que, bon, toi, c'est, hey, tu veux booker ton chalet, mettons pour ce côté-là du marketplace, pour les propriétaires. Tu veux booker ton chalet, tu veux que ton chalet soit respecté, que ce soit du monde de confiance. Puis tu veux pas de casse-tête, tu veux pas gérer des communications, des plaintes, whatever. Fait que moi, je vais régler ça pour toi avec M. Chalet. Si M. Chalet n'existe pas, comment que le monde essaie de régler ce problème-là, mettons? Soit avant ou si le monde qui te connaisse pas, mettons, c'est quoi les options? Tu veux dire des plateformes qui peuvent être utilisées? Soit des plateformes ou juste genre, mettons, moi je suis pas, mettons, j'ai un nouveau chalet à Charlevoix de baller, whatever, puis je suis comme, ah, j'aimerais ça le louer parce que je suis vraiment pas tout le temps là, puis ça me ferait un revenu, mais je sais pas que M. Chalet ça existe, mettons. Bon, tu peux utiliser des plateformes comme Marketplace de Facebook, Kijiji, les packs, Booking, Airbnb. Il y a des canaux de diffusion que tu vas pouvoir utiliser. OK. Fait que tout c'est classique un peu Marketplace. Là. Exact. Puis nous, c'est des Marketplaces sur lesquels on peut être intégré parce qu'on peut pousser de l'inventaire sur tous les sites qu'on veut. Fait en travaillant avec nous, c'est une équipe qui est professionnelle, mais aussi qui peut Fait que pour travailler sur des canaux de distribution. Airbnb nous ont ouvert un compte spécial avec eux dans lequel on est capable de pousser de l'inventaire qui correspond à leur clientèle. T'sais, on parlait tantôt du Manoir des Forges, 40 personnes. Aucune chance qu'on mette ça sur Airbnb. L'âge moyen, c'est 18 à 35 ans. T'sais, nous, on vise du 30 à 65 ans sur nos chalets. Donc, un chalet de 40, tu veux pas un groupe de 18 ans, de 40.
40 jeunes de 18 ans dans ton chalet. C'est pas qu'ils sont pas respectueux, c'est qu'ils n'ont pas l'expérience de comment opérer un bâtiment. Puis tu veux pas qu'ils découvrent comment marche un barbecue avec le propane dans ta propriété nécessairement. Fait que quand tu as 25 ou 30 ans, ce qui est le fun, c'est que souvent, ils ont un petit peu plus d'historique puis ils connaissent un peu plus la mécanique des bâtiments. Parce qu'ils sont prêtés les chalets, tu as les clés et c'est toi qui l'utilises, qui en fait l'usage pendant la durée de ton séjour. Là. Puis, OK, fait que là, je comprends bien pour le côté du marketplace qui est les propriétaires de chalets. Ouais. Je comprends le début d'acquisition du côté du marketplace pour les voyageurs, comme tu as dit. Ouais. Mais aujourd'hui, l'acquisition des voyageurs, comment que ça se fait? Là, tu as mentionné, check, dude, on peut littéralement distribuer nos propriétés à travers des canaux comme Marketplace, comme Airbnb. Marketplace, je sais pas si vous le faites ou pas. Oui, à peu près tout ce qui peut être pertinent. Puis chaque chalet a des canaux de distribution propres à lui. T'sais, un petit chalet, une ou deux chambres à coucher, on peut utiliser Booking ou Hotel.com qui correspond à une chambre à coucher, mais si c'est 8 chambres, on va aller sur des plateformes de corporatifs. Ou, mais parce que dans tous ces cas-là, tu as un intermédiaire dans ta distribution qui est une autre plateforme. Oui, qui semble faire du sens, puis tout ça. I guess que tu creuses un tout petit peu dans tes marges quand tu fais ça. Ouais. Parce que les autres doivent genre dire yo, je t'amène la visibilité du trafic, tu vas booker ton truc via mon site, je vais prendre une petite cote. Toi, tu t'essayes-tu d'aller direct ou voyageur, mettons? De me spotter François, moi, genre, quand je suis dans mes médias sociaux, dans mon email, ailleurs, au lieu de me pogner quand je suis en train de chercher sur Booking? 90% de nos clients viennent directement sur Monsieur Chalet. Ah ouais, c'est fait que ce qu'on vient de tout décrire là, c'est une minorité. C'est plus petit. Puis ce qui arrive, c'est que on a beaucoup de reoccurring sur notre site. Ce qui veut dire que les clients reviennent à chaque année. Parce que quand tu bookes sur, mettons, Booking, tu n'as pas notre service de majordome. Il n'y a pas quelqu'un qui va te prendre en charge à 100% pour le traiteur, la massothérapie, l'allocation d'équipement, les billets de ski, etc. OK, ben là, majordome, c'est baller à 100%. Là, ça, parle-moi de ça. Là. C'est tous des services à la carte que les utilisateurs peuvent ajouter. OK. Fait qu'à mettons, si toi puis moi, on décide qu'on part... Manoir des Forges est un bel exemple. Ouais. On est un groupe, on part là 40 personnes. Quand tu vas demander qui va s'occuper de l'épicerie ou des menus, il n'y a personne qui va lever à la main, je te le garantis. Là. À moins que tu aies vraiment quelqu'un de très gentil et invite-le à chaque fois. Mais tu sais, nous, on offre ce service-là de toute cette planification-là. Fait que pour toi, ça devient comme une formule tout inclus. Puis les gens travaillent avec M. Chalet parce qu'ils peuvent nous appeler, ils peuvent chatter direct avec nous, ils ont un courriel direct avec notre équipe, texto. C'est la façon qu'ils préfèrent. Moi, c'était ça. J'avais un de tes collègues là, que je peux juste texter, il répondait directement, instantanément, exact. Puis il est venu t'accueillir, t'expliquer toute la mécanique du chalet, comment fonctionne le Bluetooth, tout ça. Tu sais, t'es là 2 jours. Tu veux pas te casser la tête à comment je mets le hockey sur la télé ou comment fonctionne la machine à café. Tu sais, tu veux que quelqu'un en 5 minutes te fasse un gros recap. Ouais. Après ça, tu profites du séjour avec ta gang. Nous autres, on a fait les retraites privées, ça se passe, de fondateurs en utilisant M. Chalet au Manoir des Forges spécifiquement. Trois-Rivières, entre Montréal et Québec. Notre crowd est mostly à Montréal Québec. C'était genre parfait pour nous autres. Plus qu'il y en offre de place. C'était Mathieu, le dude, qui m'a accueilli. Bon, Matt, il vient, il est full smart, full professionnel, il nous explique tout. Mais là, nous autres, on était un peu comme Jesus Christ, c'est tellement gros, man. Fait on n'a pas full bien écouté ce qu'il nous disait, toute la prep, mettons. Puis le soir, je voulais caster du FDB, François Deagle Bérubé, le personnage caricatural d'Anthony Vandram, c'est à la TV. Je te jure, d'autres, t'aurais dû voir là, 10 founders techniques, là, struggle à trouver comment faire le casting. J'étais sur le bord de texter Matt, mais il était crissement tard, finalement, on l'a eu. Mais bon, écoutez le briefing quand le majordome ou l'autre vous accueille. Ah, exact, puis on envoie quand même tout le détail dans un courriel aussi avec toutes les procédures, mais écoute, c'est sûr que ça fait beaucoup de choses à lire. On travaille en ce moment sur un guide simplifié là, qui te permettrait là, de cliquer sur un pictogramme de qu'est-ce que tu souhaites faire. C'est une vidéo explicative. On essaie de rendre ça le plus dynamique possible et le plus simple possible. Ouais. On a une clientèle de gens très, très éduqués, très intelligents, tout ça. On le sait qu'ils sont capables de faire des lectures, mais là, ils sont en vacances. Nous, on veut les aider à déconnecter. Ouais. On n'a pas envie de leur dire « Va revoir dans tes courriels. Ah, puis by the way, ça aura 13 courriels de job que ça va pas bien. Va relire ce que je t'ai envoyé. » On veut leur fournir une formule de « T'es en vacances.
Puis, c'est dead simple. Exact. Mais ce que tu viens de dire, ça montre à quel point la notion de customer experience, d'expérience client, tu comprends ça puis tu cares à propos de ça. Parce que tu es capable de voir le journey va aller où pour un client qui, OK, là, je veux caster, mais je sais pas comment. Je rouvre mon courriel. Tu le sais ce qui va se passer là. Puis t'es comme, non, man, il faut que ça soit tellement bien que la personne n'ait pas à se faire dire, va relire des courriels. Je me rappelle Airbnb, là. Je loue un Airbnb une nuit à Montréal, dude. Il m'a envoyé une Bible, genre, pour réussir à me parquer puis à rentrer dans l'appart, genre. Puis à chaque fois, j'étais comme, ouais, man, c'est pas seamless, mais bon. Exact, tu sais, puis il y a une clientèle qui ont, ils n'ont même pas le temps de lire ça, puis ils verront même pas que tu leur as envoyé ce courriel-là, fait qu'il faut la simplicité, le côté vacances, puis nos utilisateurs, honnêtement, sont au centre de toutes nos décisions, tout le temps. Très cool. Puis, OK, fait là, tu as parlé du service comme majordome, tu as dit c'est un peu à la carte, c'est-à-dire, tu sais, tu as des besoins spécifiques, mettons, OK, ma gang, corpo veulent aller skier dans le coin. Est-ce que dans la plateforme Monsieur Chalet, il y a directement des upsells ou des add-ons ou c'est comment que l'utilisateur découvre ces services extra-là, genre? Dans le fond, dès qu'il y a un booking une réservation qui est complétée sur le site, automatiquement, il y a une invitation à l'utilisateur à entrer en contact avec notre majordome. OK. Fait qu'il choisit une plage horaire qui convient au voyageur OK. pour une rencontre virtuelle, téléphone, message texte à sa convenance. Puis à partir de là, les différents services sont là, mais le client nous dit ce qu'il a besoin. Puis nous, on s'organise pour que ce soit possible. OK, fait que c'est ça. C'est pas un menu de genre, je veux ça. C'est plus comme, hey, t'as ça à ta disposition, prends 15 minutes, 30 minutes, whatever, dis tout ce que t'as besoin, puis après, on va te proposer quelque chose. C'est exactement ça. Sur mesure, comme tu disais. C'est même pas un menu, c'est vraiment... je vais te donner un exemple. Cet hiver, on a des clients qui sont venus à un chalet. Le gars, il invitait sa blonde... je pense qu'il soulignait un anniversaire de mariage. Lui, il voulait des fleurs sur place, mais une sorte de fleurs bien spécifique. Chocolat. L'hélicoptère stationné dans le cours. Il arrivait, champagne, tout le petit... On s'est organisé pour que tout soit possible. J'apprécie encore. Ma blonde, elle a vraiment aimé. Ouais. C'est de valeur que toi, t'étais pas là avec elle quand ça... non. C'est le meilleur comeback. Avec sa deuxième... excuse. Mais, là, vous avez des services en c'était bon. Vous avez des services en upsell. Ce qui m'intéresse d'un point de vue business, c'est comment tu décides comment pricer ça. C'est-à-dire que la plateforme commence par le prix de transaction, I guess, sur Monsieur Chalet, la plateforme. Puis après, parle-moi du pricing des services extra sur mesure. Dans le fond, sur la plateforme, tu parles de notre modèle de revenu. Oui, excuse moi Cool. Bon. Donc, notre modèle de revenu, c'est le propriétaire de chalet s'affiche gratuitement sur notre plateforme, mais à chaque fois qu'on convertit une réservation pour lui, on conserve un pourcentage en commission. OK. Puis ce pourcentage-là, dans le fond, permet de payer autant les frais marketing, tout ce qui tourne autour de l'entreprise. Puis quand on fait intervenir notre majordome qui va planifier l'hélicoptère, les fleurs, restaurants, etc., bien, lui, c'est une formule de temps, OK. Puis une formule de tarifs. Fait que, puis nous, on a évidemment des tarifs préférentiels. Si j'appelle Élie Charlevoix pour le booker... C'est bon. C'est un réseau. Là. Exact. La commission va venir de Élie Charlevoix. Fait que, notre but, c'est pas d'aller chercher une commission overpriced sur ce que notre consommateur paye. Tu développes des relations long terme avec tes genres de fournisseurs. Exact. Puis c'est toujours une certaine simplicité. Puis nous, c'est une garantie que ton séjour est réussi. Écoute, le gars arrive là, les fleurs, l'hélicoptère. Il devait capoter. La fille, elle devait capoter. C'est insane. On a eu notre 5 étoiles. On les travaille, chacun de nos 5 étoiles, on les travaille très fort, mais on l'a eu cette fois-là. Ah, c'est incroyable, dude. C'était ça à Charlevoix pour le fun, ça? Oui, il était à Charlevoix, oui. Okay. Justement, là, on a parlé des fournisseurs. Puis, mettons, une des choses que j'aime, tu parlais de simplicité, moi, la simplicité dans une business, là, j'aime vraiment ça. Dans ton cas, l'expérience de l'utilisateur est très simple. Mais en arrière du rideau, toi et ta team, vous avez... Bon, voyons voir les parties prenantes. T'as genre les associés, l'exécutif, les employés. Après ça, t'as les propriétaires de chalets. Après ça, t'as les voyageurs. Majordome, je sais pas si c'est dans ton équipe direct. C'est annexé, c'est comme des sous-traitants ou directement internes. Sous-traitants. Après ça, t'as des fournisseurs côté, mettons, ça peut être bouffe, hélicoptère, ça peut être ménage carrément. Entretien ménager. Il y a du monde là, à gérer. Genre. Entretien de spa, déneigement, la gestion des fosses septiques, validation de la qualité de l'eau dans les chalets, les plates-bandes, tonte de pelouse. Ça, c'est juste, tu me dis ça, puis je t'étourdis. Genre, on va en dire, c'est-tu une charge mentale ou une charge en temps? C'est une charge mentale que notre base de données s'occupe de gérer pour nous. Ça aussi, ça a été
beaucoup de travail de développer une base de données qui permettait de faire des corrélations avec les différentes régions, les besoins de nos propriétaires, ce que les clients ont besoin. Puis notre plus gros enjeu, il y a coordonner tous ces gens-là qui gravitent autour d'un séjour en chalet réussi. Ouais. Le plus difficile, je dirais, c'est de donner du service toujours en bas de 30 minutes. C'est ce qu'on essaie de donner parce que tu m'appelles, il manque un caclon à fondu. Mais toi, tu es dans un chalet en nature. C'est pas comme à l'hôtel, on prend pas l'ascenseur et on monte le caclon. Fait que si on prend juste, mettons, Mont-Tremblant, écoute, les Laurentides, il y en a peut-être pour 3 heures là, de bout à bout. Ouais. Fait que si notre équipe stratégique habite au milieu, ça peut prendre 45 minutes avant d'être là. Puis nous autres, il faut loguer les appels rapidement. C'est toujours je pense, de bien communiquer à nos clients les durées potentielles. Dire, écoutez, il ne sera pas là avant 30 minutes. Puis on essaie toujours de undersell, over-deliver. Ouais. On essaie toujours de livrer en temps, mais la plupart sont quand même compréhensibles quand il arrive. Compréhensif, excuse-moi. Quand il arrive quoi que ce soit là, sur place, là, on corrige rapidement la situation. Puis je sais pas si tu as ça au bout des doigts ou si même tu peux le partager ou pas, mais je serais curieux, mettons, les revenus de M. Chalet, si c'était une tarte là, avec les pointes, c'est-tu une grande majorité que c'est les frais de transaction sur la plateforme, puis ensuite une minorité que c'est les services extra, majordome ou les services sur mesure dont on parlait, ou carrément, genre, ces services-là sont plus gros que je pense? Non, c'est un 80-20. 80%, c'est du séjour en chalet parce que ça reste que le core business, nous, c'est de proposer les meilleurs chalets du Québec. Ça, c'est notre core business. Puis après ça, c'est de la valeur ajoutée pour nos utilisateurs. Ça vient compléter les séjours et s'assurer que... Fait qu'au même titre que c'est un extra pour eux, ben c'est un extra pour toi pour tes revenus un peu. Exact. Puis tu sais, c'est qu'on peut pas vraiment vendre juste des départs de golf. Tu sais, on vend le départ de golf à des clients qui louent un chalet adapté pour le golf, mais c'est pas tous les clients qui vont avoir besoin nécessairement du service ou qui vont en faire la demande. Mais écoute, c'est un service qui est de plus en plus utilisé. OK. Puis c'est quoi le split y a-tu un split ou des tendances dans ton customer base, ta base de clients? Moi, nous, mettons, ça se passe, on était une entreprise, une petite entreprise, puis c'était un séjour, I guess, d'affaires, somehow. C'est-tu mostly des clients d'affaires? T'as-tu beaucoup de particuliers que c'est juste, moi, je vais aller en séjour dans un Christy de beau chalet? J'ai pas le ratio entre les deux, mais ce que je sais, c'est qu'on a à peu près toutes les entreprises du Québec, quand ils cherchent du chalet locatif, ils travaillent chez nous parce qu'ils ont besoin d'une offre adaptée pour du corporatif. Tu sais. Si tu demandes à ton directeur des ressources humaines ou à ton VP de commencer à chercher un chalet, il va écrire à 12 personnes différentes sur Airbnb. Là, il va recevoir des réponses. Là, finalement, les lits, c'est pas adapté. Le Queen est un simple. Tu as comme un flow de gestion qui est interminable, tandis qu'avec M. Chalet, tu prends le téléphone, t'appelles. Oui, j'ai besoin d'un chalet. Tant de personnes, traiteur, massothérapie pour les DG, où on a besoin d'une annexe à ce chalet-là. Où, nous, on s'organise pour que tout soit en place, fait que c'est facile pour eux, au même titre que des cartes cadeaux. La raison pour laquelle l'Auto-Québec, Couche-Tard, Salesforce, ou tous ces types d'entreprises-là travaillent avec nous, c'est que quand ils veulent donner des cartes cadeaux à leurs clients, ils donnent une carte cadeau, mais ils leur donnent de la simplicité. C'est pas va te casser la tête à chercher quelque chose qui te convient, c'est appelle à ce numéro-là, puis quelqu'un va tout faire pour toi. Salesforce, t'as mentionné? Oui. Dis-moi en plus, on dirait que je suis confus. Dans le fond, Salesforce, c'est qu'ils travaillent un petit peu comme vous. Là, ils louent des chalets corporatifs chez nous pour leur retraite stratégique. C'est bon. Oui. Fait qu'on les a, ça dépend 2 ou 3 fois par année. Là, Fait que carrément un SaaS qui, leur exécutif ou des groupes spécifiques dans la compagnie vont louer sur M. Chalet pour... J'ai pas la raison exacte des rencontres, mais souvent, c'est le même responsable là, qui s'occupe de booker. Fait que j'imagine peut-être des fois département marketing, des fois c'est peut-être planification annuelle. Chris, en tout cas, si on est pour essayer de faire envoyer une coupe de SaaS sur ta plateforme, de father of all SaaS, c'est Salesforce. Là, fait que si ça marche pour Salesforce, M. Chalet, I guess ça va marcher pour vous autres. OK, cool, man. T'as-tu des histoires, encore une fois, on coupe au pire si c'est pas permis ou legit, mais comme, t'as-tu des histoires d'horreur, genre, ou des histoires vraiment rigolos, genre, ou tu sais, des histoires qui sortent que tu peux partager? Écoute,
Écoute, oui, une fois, c'est moi qui ai géré le dossier. Je me suis retrouvé un peu comme un psychologue de couple, on va dire. Là. Okay. Je vais te prendre un exemple. Toi, Frank, tu loues un chalet pour toi et ta conjointe. Ouais. Toi, tu loues le chalet, la réservation est à ton nom. Ouais. Tu utilises la carte de crédit à ta blonde. Au moment de la réservation, là, votre couple, tout va bien, tout est à 1, mais votre séjour, il est dans 3 mois. Fait que là, 3 mois plus tard, vous deux, vous parlez plus, vous êtes en chicane, puis ça a comme pas été statué de qui avait le chalet. Vous n'êtes pas en couple. Puis les deux se sont pointés sur place avec leur nouvelle date. Impossible. Fait que là, ils nous appellent. Fait que là, on est comme, OK, bon, mais la réservation est au nom de Frank. Donc, légalement, c'est lui le signataire du contrat, puis c'est lui qui prend le chalet. Puis le mari a mais la conjointe est, oui, mais si vous regardez, c'est la carte de crédit qui a été utilisée, c'est ma carte. Je suis comme, oui, effectivement, votre nom est aussi au dossier avec votre carte de crédit. T'étais-tu là physiquement ou t'étais plus... Ah non, écoute, je suis au téléphone, une chance. Ouais, écoute, en même temps, j'aurais peut-être aimé ça, être là, voir ça, faire comme ouais, c'est... Mais écoute, en quelques minutes, mettons 10 minutes, on avait trouvé une solution, un chalet alternatif. On a pris un peu sur nous autres avec M. Chalet. On s'est dit, écoute, la situation est déjà assez malaisante. On y a arrangé un prix qui convenait pour tout le monde pour fuiter. Mais, qui a gardé le plus gros chalet? Le premier chalet? Le premier chalet. Ben écoute, Frank, t'es resté courtois parce que c'était théoriquement dans l'histoire Marie qui a gardé le chalet initial. Puis toi, on t'a relocalisé pas très loin, mais ça reste que ça fait des histoires des fois un peu particulières, puis il y en a des tonnes. Là. C'est incroyable, dude. Incroyable. Ça m'impressionne, dude, parce que tu sais, c'est des choses que j'ai comme des previews, des intuitions de c'est quoi ta business, c'est quoi ta plateforme, parce qu'on s'est parlé, on a collaboré un petit peu, mais genre, pouvoir creuser de même, ça me fait rendre compte du scope, mettons, de ce que vous avez construit, juste le revenu. Tu m'as dit 12 millions, j'étais là, what the fuck? Je savais pas que vous étiez rendu aussi loin que ça. Puis la espèce de BD que t'as parlé, là, d'être capable de genre tracker des caractéristiques ou des besoins par région, par chalet, puis tout ça, j'étais comme, Chris, ça aussi c'est malade, comme intelligence. Fait que tu t'en vas où avec tes skis? Dans 5 à 10 ans, mettons? Monsieur Chalet ou toi, vous êtes où? Écoute, dans 5 à 10 ans, moi, je suis certaine, je suis encore dans Monsieur Chalet. Là. Okay. Il y a 1 an, j'aurais peut-être donné une autre réponse dans le sens où là, je suis nouvellement papa, tout au courant de ça, deuxième petite fille. Les choses évoluent rapidement. Puis, tu sais, j'ai toujours rêvé d'être consultant dans des entreprises, faire le pôle stratégique. OK. Puis, je me suis rendu compte, l'année passée, je réfléchissais, je me disais, ça, à 40 ans, 45 ans, j'aimerais ça, potentiellement aller dans cette direction-là. Puis j'ai comme pris conscience que c'est ce que je fais actuellement avec mes propriétaires de chalets. J'ai à titre de consultant. Puis chaque chalet est en réalité une entreprise, puis on la traite de cette façon-là. On analyse leurs revenus, leur taux de conversion. Est-ce qu'il y a une diminution, une augmentation? Est-ce qu'on peut minimiser vos dépenses, maximiser vos revenus? Fait que je veux continuer à me spécialiser puis devenir vraiment le plus grand spécialiste au Québec d'un chalet locatif. Très cool. C'est ce que j'aimerais faire d'ici 5 à 10 ans. Puis continuer à faire un petit peu la vie que je mène, dans le sens quelques voyages à droite, à gauche, faire du vélo avec mes enfants. Fait que d'avoir un équilibre entre ma vie professionnelle puis ma vie personnelle. D'autres, c'est une vision ambitieuse, mais saine. Fait que c'est mon genre de vision. J'aime vraiment ça. Je serais curieux. Toi, je sais pas si c'est probablement une compagnie différente que M. Chalet, mais tu possèdes certaines propriétés résidentielles et commerciales? Oui, en fait, c'est que pour balancer aux yeux d'une institution financière, une plateforme, un SaaS, c'est recurring. Ouais. Donc, c'est mois après mois un revenu qui est quand même prédictible, mettons. Prédictible, exact. Nous, c'est du reoccurring. Fait qu'on a peut-être un 35% de notre clientèle qui est loue chez nous, qui récidive à chaque année. Puis il y a un autre 60-65% que c'est soit un autre membre du groupe que celui qui avait loué l'année d'avant. Disons, cette année, tu loues le chalet. L'attribution est plus tard. L'année prochaine, c'est moi qui le loue, mais t'es dans le chalet quand même. Okay. Donc, c'est du reoccurring. Donc, aux yeux d'une banque ou une caisse, c'est un modèle d'affaires qui considère à risque. Donc, moi, pour balancer mon portefeuille d'actifs, j'ai une entreprise considérée à risque par les banques, mais dans mon autre main, j'ai des immeubles locatifs long terme avec des baux. Ce qui fait en sorte que j'ai du prédictible d'un côté puis de l'imprédictible de l'autre, ce qui me permet d'avancer puis de passer à travers peu importe ce qui peut arriver. C'est malade parce qu'à la limite, je veux dire, toutes tes relations puis tes contacts avec cette flotte de propriétés-là, des fois, il y a peut-être des opportunités qui pop par rapport à peut-être en acquérir une ou en gérer une en place de quelqu'un, carrément avec ton autre compagnie ou offre de service qui est plus immobilier. Comment tu splits ton temps entre
le play plus classique d'immobilier que tu as parlé, mettons, je possède un immeuble avec des baux, versus la plateforme technologique? Je suis 100% dans la plateforme technologique. Okay. C'est bon. Tout ce que je possède dans du long terme, on l'a donné à des spécialistes en gestion, un petit peu comme les propriétaires de chalets font avec nous. Ouais. Moi, je sais où ce que je suis excellent, puis je mets mon temps là où je suis excellent. Parfait. Puis je donne à ceux qui sont excellents là, les choses qui leur reviennent. Fait que ça serait un peu comme un courtier hypothécaire qui afficherait son chalet sur du proprio. C'est un peu ça. Ou un complément, c'est ça. T'as-tu... Puis là, écoute, man, là, je freestyle en ce moment. Là. Fait que si t'as le goût de me suivre, tu me suis, sinon on passe à autre chose. Tu sais, dans mon réseau, il y a de plus en plus de monde qui ont un certain succès financier. Soit des fondateurs SaaS qui exitent. Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de chance, puis j'ai fait un peu plus d'argent, beaucoup plus d'argent que ce que je pensais faire. Puis il y en a qui font des bons placements, tu sais, des investisseurs qui misent sur une startup, la startup explose. L'idée, là, genre de s'acheter un chalet, puis d'avoir un chalet, c'est comme... On dirait que c'est une des premières étapes mentales. Quand tu fais de l'argent, tu te dis « Ah, ben là, je vais m'acheter un beau char, puis après ça, je vais m'acheter un chalet. » Tu sais. Je mets ça de façon grossière. Y a-tu des régions au Québec, ou même ailleurs, si tu veux, que tu as l'impression que c'est des cristis de bons spots à chalet, mais qui sont pas encore prime dans le marché, comme Charlevoix, que genre, tu t'arraches les yeux avec le prix? Ben là, je sais pas, là, j'assume que c'est cher à Charlevoix, mais je connais pas ça. Non, c'est sûr que le prix, souvent, il y a une corrélation avec la demande dans un marché. Exact. Plus tu vas payer ton chalet cher, généralement, c'est que l'emplacement est location. Fait que c'est sûr, si t'es à côté du Mont-Tremblant, tu le payes plus cher. Ouais. Mais les gens paient plus cher pour le louer, puis ton taux d'occupation est généralement plus élevé. Dans l'optique où tu veux le commercialiser, là, ou le louer, mettons. Exact. Ouais. Puis pour répondre à la question, si toi, t'as pas envie de le louer... Ouais, mettons, je veux juste chiller là, des fins de semaine ou des semaines. Je recommanderais toujours d'aller à peu près à 1 heure de périphérie des grandes villes. Fait que si tu viens de Québec, tu regardes à peu près 1 heure de périphérie parce que la valeur de revente, c'est sûr qu'elle va être meilleure. Tu sais, les bords de lac ou les bords de monts de ski, plus tu es près des villes, plus ils vont prendre de la valeur au fil des années. Fait que ça, parce qu'il va falloir que tu le revendes un jour, ce chalet-là. Ben, mettons que non. Encore une fois, méga freestyle, là. Full pour Frank. Personne d'autre que moi. Frank, il veut vivre là. Il veut vivre dans sa maison à Québec puis il veut vivre dans son chalet puis mourir à une des deux places, jamais le revendre. Première question, c'est combien de routes tu es prêt à faire le vendredi soir pour te rendre à ton chalet? Maximum 2h30. 2h30? Ouais. OK. Je passe du lac Beauport, mettons. Puis toi, est-ce que tu es capable d'avoir une certaine flexibilité sur ton horaire le vendredi? 100%? 100%. OK. Fait que ça, c'est un avantage parce que tu peux partir vendredi avant midi, avant le trafic, faire ton épicerie, t'équiper pour le week-end. OK. Si tu as un horaire strict, je suppose que tu es médecin, tu finis à 6 h le vendredi, tu vas à l'épicerie, tu te rends ton chalet, tu arrives là, il est 10 h le soir, tu sais, ton vendredi, il est comme inexistant. Fait que ça, pour ça, bon, 2h30, c'est intéressant, déjà en partant. Fait que tu peux aller quasiment même jusqu'au lac Saint-Jean, là, de ce que je comprends. Là. OK, ouais, tu peux creuser dans le parc, passer le parc. Lac Saint... Je suis jamais allé au lac Saint-Jean de ma vie. Écoute, il y a des lacs là-bas. Cet endroit-là est magnifique, honnêtement. Peux-tu en avoir? Ça, on dirait que la version idyllique dans ma tête, c'est genre... Soit je suis proche de la mer ou je suis proche d'un lac, puis il n'y a pas grand monde autour. Mais en même temps... Si jamais je me casse une jambe, je vais pas mourir là, genre, tu comprends? Ouais, tu parles d'un spot un peu comme la Tuque, là. T'es tout seul sur ton lac, puis... mais c'est pas si loin, la Tuque, tu sais. Non, c'est vraiment... pour avoir des amis qui ont des chalets là-bas, je vais avec eux à l'occasion, puis c'est plus chac que chalet de luxe, mettons. Okay. Mais tu sais, ça reste qu'il faut toujours que tu restes conscient que tu vas avoir des frais fixes rattachés à ton bâtiment, tu sais, déneigement. Fait que plus ton chalet est isolé en nature, plus tes frais vont être élevés, parce que si moi, je déneige des cours, je fais tous les chalets dans un domaine, mais que le tien, il est sur le pignon de la petite montagne, ben puis il faut que j'aille en hélicoptère avec ma pelle, ça se peut que ça te coûte cher. C'est bon. Fait qu'il y a beaucoup de paramètres à regarder, mais écris-moi, je pourrais te... Ouais, c'est ça. Là, je suis en train de tourner ça en consultation pour si jamais je veux m'acheter un chalet. Si Douda finisse par vendre, moi, il me reste des actions. Ça va être là que je vais t'appeler. C'est bon, ça. J'ai une question un petit peu plus philosophique. Là, je nous amène vers notre closing. Est-ce que tu as l'impression que la chance a joué un gros, petit, moyen rôle dans ta carrière? Écoute, je suis un optimiste, moi, dans la vie. Fait que j'ai comme l'impression que les choses sont tracées, pas tracées d'avance, mais on dirait que les choses se placent pour moi. Mais d'un autre côté, il m'est arrivé des coups durs aussi, puis je les prends comme positivement ou comme des choses des apprentissages. Fait que
J'aurais tendance à dire que oui, je suis quelqu'un de très chanceux. De par ta perception assez positive des aléas de l'entrepreneur. Exact, mais tu sais, je crée ma chance aussi. Il y a ça qui... J'habite actuellement, c'est parenthèse rapide. Ouais. Mes grands-parents avaient une très belle maison au bord de l'eau. Là d'où je viens, ils l'ont vendue en 97, 98. Puis ça faisait peut-être 10 ans que je disais à la madame, écoute, si un jour tu penses vendre, on aimerait ça la récupérer dans la famille, tout ça. OK. Un moment donné, elle vend la maison, mais elle ne me la vend pas à moi, elle la vend à quelqu'un d'autre. OK. Mais moi, j'ai été jusqu'à recogner à la porte pour avoir le numéro du nouvel acheteur. Oh. L'appeler, lui faire un offre, puis j'ai récupéré cette maison-là. Fait que, je suis très chanceux d'avoir cette maison-là, comme les gens vont me dire, mais par contre, je réalise que je mets les efforts jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Ouais, je comprends. Mais il y a quand même un côté chance parce que c'était quoi les j'ai rêvé d'habiter là toute ma vie, j'habite là en ce moment. T'sais. Quand tu m'appelles, je suis assis dans ma chaise exactement là où je voulais être. Fait que... C'est hot, ça, dude. Ouais, c'est très hot, ça. Je suis content pour toi, man. Je savais pas cette histoire-là. Pourquoi tu penses que t'es optimiste de même, genre? On dirait que j'ai tellement pas été forgé dans le feu de l'optimisme dans ma jeunesse pis tout, tu sais. Moi, ça me prend des efforts pour voir les choses de façon positive. Ça je pense que c'est inné. Là, tu viens au monde avec... Tes parents sont-ils de même, genre? Moi, je pense que oui. Ils sont assez positifs. Okay. Pis, chaque fois qu'il arrive de quoi, en fait, c'est... Il y a des gens qui voient des problèmes à toutes les solutions. Ouais. Puis moi, ma job, c'est de voir une solution à tous les problèmes. Puis, tu sais, je suis avec ma blonde, puis on dirait qu'il y a tout le temps une solution à tout. Puis, comme, t'as toujours une solution pour tout. Je suis comme, c'est mon travail. Il y a un problème, il faut que quelqu'un le résoudre. Puis, je prends ce chapeau-là, puis je trouve la solution. C'est malade, dude. Y a-tu des erreurs que t'as faites, que tu veux partager pour d'autres fondateurs, entrepreneurs? Ah, écoute, des erreurs, ça, c'est comme tout le monde. Là, j'en fais. Une qui te vient en tête. Écoute, vite, comme ça. Peut-être un de nos bons clients, là, écoute, ça, c'est un problème de notre industrie. Si je te dis une location mensuelle, tu penses à combien de jours, toi? 30, 31, tu sais. Les mois de l'année. Mais nous, dans notre industrie, une location mensuelle, c'est 28 jours. C'est 4 fois 7 nuits. Ça fait 4 semaines. Okay. Puis les systèmes sont montés comme ça, tu sais, Airbnb, etc. Puis notre client avait loué 31 nuits. Puis ça lui donnait le tarif de 1 mois plus 3 nuits. C'est un bon client, tu sais. Puis lui, ça n'en est pas aperçu. Tu sais, on a loué, tout était beau. Puis quelques mois plus tard, suivant son séjour, il m'appelle, il me dit, hey, là, j'ai payé 3 nuits de trop. Puis là, j'ai dit, écoute, c'est comme ça que ça marche dans l'industrie, tu sais. Puis j'ai l'impression que j'ai perdu un bon utilisateur dans nos débuts à y expliquer, tu sais, la bonne procédure. J'aurais dû dire, écoute, on va t'arranger de quoi sur un prochain séjour. On aurait dû, tu sais, je comprends. Je suis rentré dans l'explication de dans notre industrie, c'est fait comme ça, au lieu de dire. Je comprends que de ta perspective... Ça gosse. Ça gosse. Un mois, c'est vrai que ça peut être 31 jours, comme février peut être 28. Mais tu sais, je pense qu'en vieillissant, on a une souplesse aussi, genre, qui s'installe dans notre esprit plus. Puis t'étais plus jeune, plus stiff. Ouais, puis on payait la tech dans ce temps-là avec la dette qui traînait en arrière. Fait que c'est sûr que, tu sais, des fois, ta perception du cash aussi, ouais. Ouais, effectivement, là, ça... Peut-être, mais écoute... Puis il y en a d'autres, là, c'est un exemple. Là. Qu'est-ce que tu trouves le plus tough en ce moment dans le business, puis qu'est-ce que tu trouves le plus le fun? Je vais commencer avec le plus le fun. Ouais. Je pense qu'on est vraiment une belle famille chez M. Chalet. Là, à un point qu'on fait des activités ensemble sur une base régulière. OK. Puis à un point où nos anciens employés qui sont partis dans leur carrière respective ou ont réorienté leurs choses, viennent encore à nos parties d'employés. C'est hot. Fait que ça, pour moi, c'est une certaine fierté parce que ça veut dire que l'appartenance au brand est vraiment bon. Très cool. Ouais. Qu'est-ce que je trouve tough? Je pense que je trouve tough. Écoute, c'est... La gestion d'employés, c'est tough? I guess pas tant, vu avec ce que tu viens de dire. Il y a quand même certains enjeux, mais écoute, ce que je trouve tough, c'est sûr, la conciliation famille-travail, je l'avais perdu de vue, ça, beaucoup, dans les 10 dernières années. Je dis famille, là, ça fait 2 ans que je suis papa, mais reste que avant ça, je pensais pas beaucoup à moi. T'sais, l'entreprise passait avant moi tout le temps. Puis là, depuis que j'ai des bons mentors, des gens qui me coachent, puis j'ai retrouvé ce qu'on appelle un équilibre. Très cool. Puis depuis que j'ai cet équilibre-là, je considère que j'ai une vue qui est plus macro sur mon entreprise, sur l'industrie. Mes décisions sont plus claires, mes employés sont plus heureux aussi. C'est hot, ça. Avant, je touchais à des trucs, j'acceptais une affaire ou j'envoyais un courriel, puis je brisais tout le flow de mes employés. C'était comme, bon, Phil a touché à quelque chose, mais je suis comme... Just trying to help. Ouais, je veux juste aider les boys, tu sais, mais... Mais ça, là, l'espèce de... Hey, je suis dans une position où j'ai assez d'espace en termes de temps puis en termes de décision pour
voir les choses stratégiquement, macro, prendre les bonnes décisions, enligner le bateau, mais pas chauffer le bateau. C'est genre, la majorité des entrepreneurs, c'est leur rêve là, d'arriver à cette... Mais tu sais, il faut que tu passes à travers pas mal d'affaires. Ouais, écoute, c'est 10 ans, je dirais 5 ans pour prouver qu'un concept est viable. Intéressant. Dire que les utilisateurs aiment vraiment le brand puis que tu es capable d'être profitable parce que, tu sais, il y a le market fit, mais après ça, tu as ton revenu fit. Tu sais, c'est... Ouais, le modèle doit fitter aussi. Ouais, tu sais, c'est correct, les utilisateurs en ont besoin, cool, mais est-ce qu'ils sont prêts à te donner de l'argent pour ton modèle d'affaires? Au bout de 5 ans, généralement, tu le sais parce que sinon, tu es étouffé dans les dettes puis c'est fini. Au bout de 10 ans, normalement, si les choses ont bien été montées, tu es supposé avoir un playbook qui permet à tes équipes de prendre toujours les bonnes décisions par rapport aux différentes situations, mais tu dois avoir vécu ces situations-là avant de les documenter. Tu sais, ça fait que c'est... Ben, je trouve que ce que ça met sur la table, c'est que ça stresse l'importance... Laisse-moi reformuler. Il y a un de mes amis qui disait ça. 5 ans d'expérience, ça prend 5 ans. Puis je trouvais tellement ça idiot, intelligent en même temps. Hein. Ah, c'est vrai que c'est fort. Puis genre, c'est ça, man. Faut que tu ailles passer à travers des ups and downs, des process qui ont marché, qui n'ont pas marché, du monde qui fit pas, pour être capable non seulement de prouver le modèle, comme tu dis, mais après ça, de monter le playbook. Fait que le monde qui se lance, ça, c'est une leçon aussi. C'est comme, hey, ça va prendre... C'est un bout de chemin qu'on fait là. C'est pas un flip de maison. Là. Non, exact. On se lance... Mais non, j'aime ça, j'aime. Je trouve ça intéressant. Pour finir, Dude, as-tu des shameless plugs, des jobs qui sont ouverts? Évidemment, le monde peut aller sur monsieurchalet.com. Oui. Pour se louer un chalet. Moi, j'y retourne en octobre. Faut qu'on s'en reparle aussi. Ouais, sans faute. Puis, ouais, t'embauches-tu? Tu demandes, tu veux rencontrer n'importe quoi? Il y a toujours... tu sais, ce qui est le fun, c'est que c'est une industrie où le ROI, nous autres, est pratiquement direct. Fait que n'importe qui a une belle candidature, un bon CV ou quelque chose de positif à amener dans notre équipe, c'est sûr qu'il va être rencontré. OK. Son profil va être analysé, puis on va regarder ce qu'on peut faire parce que on est une petite équipe de 10 à 15 personnes là, généralement. C'est pas ça, moi j'adore ça. Ah, écoute, j'ai déjà eu une quarantaine d'employés par le passé, puis on a rediminué parce que... Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, le contrôle sur les RH, il devenait vraiment bordélique, tu sais, ça devenait compliqué, ça créait des frictions dans l'équipe. Là, on est sweet spot. Honnêtement, là, cool. 10 à 15, le service est bon, les propriétaires sont satisfaits, les voyageurs aussi. L'équipe roule bien. Puis, cool. Ouais. Super. Fait que les gens peuvent, sur monsieurchalet.com, si on a des questions par rapport à de la location de chalet, il doit y avoir un piton, contactez-nous, aidez-nous, whatever. Puis s'il y a-t-il une option carrière ou quelque chose, jobs? Ouais, exact. Okay. Carrière, tu t'envoies ton CV, t'expliques à peu près ta vision des choses. Okay. On prend le temps de te rencontrer, puis tu sais, selon le fit, tu rencontres 3 ou 4 personnes de l'équipe, fait que c'est pas... les décisions sont prises par l'équipe. C'est hot, ça. Ouais, ça... Dude, c'était une excellente heure et quelques. Je sais plus trop combien de passer. J'ai vraiment aimé ça. Merci d'être venu, mon gars. Ça fait plaisir, Frank, man. Merci à toi.